4. Le bon état d'esprit. La marge d'évolution est infinie, parce qu'il y a toujours de nouveaux sujets. Surtout quand on est un passionné. Être soi. Beaucoup de gens pensent vous connaître mieux que vous-même. Ils veulent décider à votre place. Vous imposez leur avis. Ne les écoutez pas. La plupart du temps, ils projettent leurs propres désirs. Leur peur aussi. Même quand vous avez réussi, des personnes trouvent judicieux de donner leur opinion, quand bien même elles n'ont rien fait de leur vie. Anthony, ne reste pas enfermé dans ton bureau toute la journée. Ce n'est pas bon pour toi. Tu devrais sortir, profiter de la vie, faire le tour du monde, aller au restaurant plus souvent. C'est vrai. Je refuse la plupart des rendez-vous physiques pour privilégier les visios, et je l'assume, bien calé dans mon fauteuil, à l'abri du bruit, concentré sur ce que je fais, j'ai les sens aux aguets. J'entends tout, je sens tous, je vais tout retenir, je peux prendre des notes. Et en plus, j'évite des heures de déplacement chaque semaine. J'adore enchaîner toute la journée et travailler dur, intensément. Parce que j'aime ce que je fais. Je n'ai jamais écouté les conseils des autres, je me connais assez pour savoir quel mode de vie me convient. Apprenez à vous connaître. Prenez confiance en vous. Et vous saurez exactement ce que vous devez faire. N'ayez pas peur d'être marginal, c'est bon signe. C'est quoi, être normal ? C'est un mot. Un mot que je déteste. La normalité est la force du plus grand nombre. Souvent une force d'inertie. Il ne s'agit pas de se fondre dans la masse. Ceux qui ont réussi autour de moi ne sont pas normaux. Ils sont singuliers. Ils sortent du lot. Le tout, c'est d'assumer sa différence. D'en faire un atout. Trouver sa norme. Forger son identité. S'appuyer sur son éducation. Mais aussi la remettre en question. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne pas nous écouter. Exemple, finis ton assiette. On nous a formatés à nous sentir coupables de ne pas la finir. Quelle honte de gaspiller quand des enfants meurent de faim dans le monde. En réalité, terminer son assiette n'est pas forcément une bonne idée. Si on n'a plus faim, il faut arrêter de manger. Notre corps nous envoie un message. Un Français sur 5 est obèse. 1 sur 2 est en surpoids. Ils auraient dû apprendre à s'écouter et à se réguler. Évidemment, si un enfant est de santé fragile ou maigre, l'encourager à manger se justifie. Mais pas au point de le rendre malade. Ne pas gâcher, fait partie de ces normes auxquelles on devrait se soumettre sans réfléchir. Sous peine de rester puni à table tant que l'assiette n'est pas terminée. Réfléchir, écouter son corps, c'est mieux. Ne pas se conformer aux attentes de la société, c'est souvent bon signe. Soyez fort. Être libre, c'est ne pas céder à la normalité. Autre exemple, personnel. En ce moment, je recrute une conseillère en communication externe. En freelance. J'hésite entre 3 candidates. Toutes veulent qu'on se rencontre physiquement, qu'on aille prendre un café, qu'on déjeune. Je ne fonctionne pas de cette manière, je n'ai pas besoin d'un lunch avec les gens pour les connaître. Ça ne va pas nous aider à mieux travailler ensemble. 1 heure de trajet aller-retour, 1 heure à engloutir de la nourriture pendant que nous parlons. Sans pouvoir prendre de notes. 2 heures de moins pour faire autre chose. Je connais quantité de gens qui font des déjeuners chaque jour. Imaginez le temps perdu. Ils vous diront toujours que ça fait partie de leur travail. En réalité, jamais ils ne seront les meilleurs de leur profession. Pendant qu'ils font des notes de frais, leurs concurrents prennent de l'avance. Aucun métier ne nécessite de déjeuner tous les jours dehors. Le temps, c'est de l'or. Une des seules choses qu'on ne peut pas acheter. C'est pour ça qu'il faut être capable d'imposer sa vision aux autres, même si elle s'oppose aux usages. Tenir sa ligne, c'est dur. Il y aura toujours quelqu'un qui essaiera toujours de vous convaincre du contraire. Vous le remarquerez, plus les gens vous prodiguent des conseils, moins ils réussissent leur propre vie. Creusez votre sillon, vous pouvez vous faire confiance. Vos vrais proches sauront vous guider si vous en avez besoin. S'écouter est essentiel pour être plus performant. Prenons les besoins vitaux. Il faut les connaître et les respecter. Certains ont besoin de dormir 12 heures. D'autres, 3 ou 4. Je me lève assez tard, 8h30.
On attendrait d'un PDG qu'il se lève à 6 heures du matin. Qu'il fasse une session de yoga avant son petit déjeuner cétogène, le régime lipidique est à la mode et qu'il arrive au bureau avant tout le monde en écoutant un podcast d'Elon Musk. Si ça lui convient, très bien. Mais ce n'est pas nécessairement un modèle à suivre. Trouvez ce qui fait sens pour votre corps et votre esprit. Les moyennes et les normes, ça ne marche pas. Vous êtes unique. Un écosystème à vous tout seul. Écoutez-vous, et fabriquez vos propres règles. J'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil par jour. Pour dormir, je prends de la mélatonine car mon cerveau tourne trop, je réfléchis tout le temps. Dès que je ferme les yeux, les bonnes idées arrivent, comme si elles attendaient depuis 2 heures, dissimulées, pour surgir au pire moment. Obligé de prendre mon téléphone, de tout noter, de ranger mon téléphone, de me recoucher, de fermer les yeux. Et d'autres idées reviennent. Contraint de reprendre mon téléphone. Bref, sans mélatonine, ça peut durer des heures. Je n'ai pas le sommeil facile. J'ai toujours rêvé de m'endormir sur commande comme ceux qui s'abandonnent instantanément au sommeil en arrivant dans l'avion ou le train. Mais c'est ainsi, chacun son rythme. En particulier son rythme de travail. Je ne m'impose pas d'arriver à 8h30 au bureau. J'aime télétravailler. Et je propose à toute mon équipe de faire pareil. Il faut savoir faire confiance et simplifier la vie de ses collaborateurs. Certains font du sport le matin, avant de manger, d'autres préfèrent le soir, après dîner. Il s'agit de se comprendre, de savoir ce qui nous fait du bien personnellement. La société ne nous incite pas assez à nous écouter. Pourtant, c'est un gain de temps et d'efficacité incroyable. Et ça ne veut pas dire sacrifier le plaisir. Au contraire. Si vous aimez les livres, c'est mon cas parce que vous voulez apprendre et que vous appréciez le calme, faites-vous plaisir. Je passe une grande partie de mes week-ends au lit, repos et bouquins. Ça me plaît, ça me suffit. Je me ressource et je recharge les batteries. Pas besoin d'enchaîner les activités, les sorties, les restaurants, les cinémas, les musées. Ça me fatigue inutilement. S'écouter pour savoir ce qui est bon pour soi. Respecter ses limites. Les limites du corps, du mental. Parfois, elles se rejoignent. Pas d'esprit sain sans corps sain, et réciproquement. Quand je vais chez le médecin, la majeure partie du temps, je sais d'avance ce que j'ai. Parce que je me suis écoutée. Alors, je reconnais les symptômes des petites maladies qui reviennent souvent. Je connais aussi leur impact sur moi. Quand elles arrivent, je prends des notes pour apprendre à mieux les reconnaître et à mieux m'en occuper. Avec l'aide du médecin, bien sûr. Chacun son métier. Quand je mange quelque chose qui ne me convient pas, qui réduit mon efficacité au travail, qui me ballonne, là aussi je prends des notes. J'apprends à me connaître au fur et à mesure. Chaque année est pleine de découvertes, les aliments qui me réussissent, ce qu'il faut que j'évite, comment ne pas avoir mal à la tête. L'alcool, par exemple, ne me réussit pas du tout. Les gens vous dévisagent quand vous refusez du vin et vous demandent pourquoi, mais ne perdons pas de temps à nous expliquer. Servons-nous de l'eau. En sport, si un mouvement enflamme votre tendon, vous allez vous arrêter pour ne pas vous blesser. Parce que c'est votre limite. Votre limite n'est pas la même que celle du voisin. Il ne peut pas vous servir de référence. Ne cherchez pas à l'imiter. Respectez votre corps, écoutez votre mental, ils vous diront où sont vos limites. Ça vous évitera un burn-out. Cet épuisement lié au stress chronique. Je suis toujours à la frontière. Je sais très bien où cette limite, la mienne, se situe. C'est une crête et je marche dessus en faisant de l'équilibrisme. Des médecins me disent que j'ai déjà basculé, parce que ma tension est élevée, ou que je n'ai plus de mémoire à court terme. D'autres considèrent que des individus peuvent vivre sur le fil du rasoir du burn-out. Ce sont des acrobates qui marchent au-dessus du précipice. Sans filet. Mais ils supportent le vertige. C'est à ce niveau élevé de stress, qu'ils tolèrent très bien, qu'ils sont le plus performants. Ils ont besoin de cette adrénaline pour être efficaces, et se dépasser. Le tout, après avoir trouvé sa limite, est de s'y maintenir aussi longtemps que possible. Je suis efficient dans ces conditions difficiles. Je ne dis pas qu'il faut suivre mon exemple. Surtout pas, c'est ma limite. Je dis juste que je la connais précisément et je vous conseille d'en faire autant.
La douleur est un moteur pour moi. Mais à un niveau que je connais et que je maîtrise. Avant un événement important, je vais déborder d'adrénaline, friser l'effervescence. Écouter Talak, de Boba, est devenu une habitude quand je pars au combat. Ça me permet d'entrer en phase de concentration profonde. J'ai besoin de me mettre dans cet état de tension extrême pour être bon. À ce niveau de pression, je vais enchaîner et réussir des rendez-vous importants. Des moments clés qui vont déclencher quelque chose. Ma frénésie aura été payante. Mais attention, pas question de mettre 2 semaines à se relever. Ne jouez pas avec le burn-out. Plusieurs de mes amis ne s'en sont pas remis. Ils sont allés trop loin, trop vite. Ils ne s'étaient pas testés. Certains ont été rincés et n'ont absolument plus d'adrénaline dans le corps. Une fois que tu t'es écrasé, se relever est très dur. Très long. Connais-toi toi-même, disait Platon. Chercher sa limite, mais se donner le temps de la trouver. Quand vous y serez confronté, repoussez-la en douceur, pour déployer progressivement votre potentiel. C'est comme le ski. Si vous ne tombez pas, c'est que vous n'êtes pas assez agressif. Que mieux faire? N'en faites pas trop non plus. Mais si vous ne prenez pas un minimum de risques, vous ne pouvez pas identifier votre limite. Testez-vous. Évoluez. C'est la clé. Et vous finirez par avoir toujours envie de vous améliorer. Physiquement, intellectuellement. La marge d'évolution est infinie, parce qu'il y a toujours de nouveaux sujets. Surtout quand on est un passionné. Ne pas craindre la nouveauté. La philosophie de la blockchain est parfaitement alignée avec ce que je défends, décentralisation du contrôle, transparence, traçabilité. C'est une véritable revanche de la jeunesse. Après la crise financière globale de 2008, des tonnes de billets sont imprimés et l'inflation est à zéro. Aucune croissance économique. Conséquence, aucune banque ne prête de l'argent aux jeunes diplômés et les investisseurs professionnels ne prennent plus de risques. Même la Silicon Valley devient peureuse et préfère consolider. La concentration des richesses est plus forte que jamais et la nouvelle génération est de plus en plus pauvre. Elle va donc créer sa propre opportunité économique puisqu'il est impossible de réussir dans ce système maîtrisé par les élites et l'ancien monde. La blockchain est née. Son utilisation est tellement compliquée qu'elle est quasiment impossible à comprendre pour quelqu'un de plus de 40 ans. Une économie parallèle, contrôlée par les jeunes, se crée. Après avoir dévoré tout ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies et y avoir gagné beaucoup d'argent et perdu des sommes indécentes. Ma soif de connaissance continue de grandir, et maintenant je creuse les plétouilles ARN**, le métaverse astérisque. Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s'y est mis, il a rebaptisé sa marque Meta. Signal fort. La réalité commence à rejoindre la fiction, le métaverse est le monde virtuel du Web 3. Je lis tout ce qui le concerne. Se perfectionner sur les sujets porteurs permet d'avoir un coup d'avance. Vous explorez, vous devenez expert, les gens s'appuient sur vos connaissances, parce qu'ils n'ont ni l'énergie ni l'envie de les assimiler. Mais quand on explore un domaine, il faut le faire de manière organisée. Je lis un livre, je prends des notes, je fais des fiches. Une fois ma lecture terminée, je laisse reposer 2 semaines, le temps de digérer ces nouvelles connaissances. Et je relis mes notes. L'information est absorbée. Faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Il y a sûrement un créneau. C'est sûr, personne n'a envie de lire un pavé de 500 pages sur le métaverse. Surtout en anglais puisqu'aucun auteur français ne s'y est encore intéressé. Faites-le. Rien ne doit vous arrêter. Allez au bout de votre envie. Soyez déterminé. Les 500 pages de métaverse vous seront utiles, vous pourrez créer du contenu simplifié, vulgarisé, pour vos sites et vos réseaux sociaux. Vous créerez une communauté reconnaissante qui vous suivra et vous portera. Quand j'ai compris le fonctionnement du métaverse, je ne me suis pas cantonné à sa philosophie. J'ai essayé d'imaginer les applications pratiques que cette nouvelle technologie pourrait offrir, créer une marketplace astérisque de vêtements NFT, non fungible token, par exemple, pour le métaverse et le monde digital. Je fais le pari que bientôt nous n'achèterons quasiment plus de vêtements. Nous nous limiterons à de simples habits combinaisons quotidiens, et y apposerons des filtres, visibles à l'aide des lunettes connectées que nous porterons tous, et qui permettront de projeter les vêtements digitaux en réalité augmentée.
Une chemise, par exemple. Elle ressemblera à une vraie chemise, sauf qu'elle sera digitale, et qu'en un seul clic elle changera de couleur, de col, de bouton. Comme les faux arrière-plans utilisés pendant nos visios, bibliothèques, plages, flou. Vous pourrez acheter des vêtements pour vos avatars, mais aussi les utiliser dans le monde réel, grâce aux lunettes, ou comme filtre sur les réseaux sociaux. Une expérience digitale, physique plus digitale. Vous pourrez aussi créer votre propre ville dans le métaverse, acheter des terrains et négocier des œuvres d'art NFT que vous pourrez afficher dans votre maison virtuelle. Les traders ne portent plus de Rolex Daytona, mais des Apple Watch avec un CryptoPunk en fond d'écran. Je travaille d'ailleurs sur une collection de NFT qui offrira à ma communauté des possibilités incroyables. N'ayez pas peur de la nouveauté. Comprenez-la. Utilisez-la à votre avantage. L'innovation, je ne suis ni pour ni contre. Simplement, elle est là. Il faut faire avec. La blockchain? Le métaverse? Lutter contre les changements inexorables ne sert à rien. Mieux vaut se demander dans quel sens on peut les faire évoluer. En profiter. La curiosité me semble toujours préférable à l'inquiétude. On a tous entendu des gens s'alarmer, tu te rends compte, avec le monde virtuel, il n'y a plus de rapport avec le réel. Tu imagines, on va vivre au travers d'un écran. En effet. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe déjà. Beaucoup d'entre nous travaillent déjà à distance, font des réunions en visioconférence, passent plus de temps sur leurs réseaux sociaux qu'avec leurs amis dans la vraie vie. Les applications de dating ont remplacé la séduction traditionnelle. Nous vivons déjà dans un métaverse. Entre le digital et le monde réel. Nous sommes déjà des avatars. Des personnes différentes en fonction des réseaux ou des situations. Sur Facebook, on met des photos de famille. Sur Instagram, on affiche ses vacances, sa voiture, ou son corps de rêve pour montrer que l'abonnement à la salle de sport a porté ses fruits. Vous n'êtes pas la même personne sur Slack que sur TikTok. C'est le principe même d'un avatar. Se métamorphoser en fonction des besoins. Avoir des identités différentes interchangeables. Pourquoi dans ce cas avoir peur du métaverse? C'est simplement le prochain stade. Plus pratique parce que sans limite. Changer quand on le souhaite. Modifier sa vie à l'envi. Spielberg en parle très bien dans son film Ready Player One. Le personnage principal habite un bidonville crasseux, il est pauvre, quelconque. Dans le métaverse, il devient un héros qui se met au service de valeurs fortes, le partage, la fraternité. En progressant dans le métaverse, ces valeurs ont une influence dans le monde réel, qui le rend meilleur. Un avatar n'est pas définitif. Vous allez l'optimiser. Quand j'étais jeune, j'aurais privilégié un personnage en costume-cravate, très stylé, un homme d'affaires. Si vous adorez le sport et que vous regardez l'UFC, Ultimate Fighting Championship, le samedi soir, vous allez sans doute opter pour un avatar costaud. Le dur à cuire. Si vous êtes un excentrique qui cultive une image onirique, ce sera peut-être une forme chimérique. Le monde virtuel vous permet d'être plusieurs personnes à la fois. Votre imagination est la seule limite. L'Anthony d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. J'ai appris. Mes expériences m'ont rendu meilleur et me rapprochent de mes rêves. À 33 ans, je suis meilleur qu'à 25. À 25, j'étais meilleur qu'à 18. C'est la même chose pour nous tous. La meilleure école est celle de la vie. Façonner son intelligence, soigner son hygiène de vie. Je mange mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je ne bois plus d'alcool. Je dors mieux. Moins de voitures, moins de montres, moins d'ostentatoire. J'essaie de pratiquer du sport régulièrement, d'avoir des relations de couple plus épanouies, plus stables, plus calmes. Évoluer sans jamais être satisfait de soi-même, ni de ce qu'on possède, ni de ce qu'on a déjà accompli. C'est un point commun chez les personnes qui ont fait de grandes choses, elles en veulent toujours plus. Le chemin ne s'arrête pas. Se développer, toujours. Être une éponge et un caméléon. Évoluer, c'est croire en ses capacités. Ne pas douter, et toujours douter. Il faut trouver un équilibre entre le doute et la confiance en soi pour grandir. Le bon doute vous fait avancer. Le mauvais vous paralyse.
Le manque de confiance en soi et la défiance du monde extérieur vont avoir tendance à vous paralyser. Dépassez-les. Il ne s'agit pas de se survaloriser. Plutôt de se juger à sa juste valeur. Se faire confiance. C'est un cercle vertueux. Plus vous apprenez, plus vous vous améliorez dans votre domaine. Plus vous vous perfectionnez, plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes curieux, plus vous apprenez. Ce qui ne vous empêche pas d'assumer vos faiblesses, elles révèlent votre humanité. Alors intéressez-vous à ce qui vous entoure. La curiosité vous garde éveillé, vous permet d'avoir un coup d'avance sur votre projet. C'est elle aussi qui vous donne faim de connaissances, vous allez vous nourrir de tout ce qui concerne votre secteur. Lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos. Être curieux, c'est également aller chercher au-delà de ses centres d'intérêt. Se frotter à plein de sujets différents, muscler sa culture générale, voir au-delà des apparences. Ça vous permet aussi de prendre la parole dans n'importe quel cadre, quelle que soit la thématique, avec tout le monde. Apprendre à parler à tous les milieux et à tout absorber. Pour avoir le goût d'apprendre, il faut découvrir ce qui vous convient, et ce qui ne vous correspond pas. Ce ne sont sûrement pas vos parents ni vos professeurs qui sont en mesure de vous dire ce qui est bon pour vous. Pour une raison simple, ils ne sont ni dans votre tête, ni dans votre corps. Les autres ne ressentent pas la même chose que vous. Écoutez leurs conseils s'ils vous semblent constructifs, mais ne laissez personne décider à votre place. En revanche, absorbez tout ce que les autres peuvent vous apporter. Leurs expériences, leurs connaissances. Il faut être à la fois une éponge qui s'imbibe et un caméléon qui s'adapte. Un proche, interviewé par un média, disait de moi, il absorbe littéralement tout ce qui l'entoure. Il sait sélectionner, immédiatement, ce qu'il y a de bon chez les gens et laisser le mauvais de côté. Certains diront qu'il presse les gens comme des citrons, et qu'il les jette quand ils n'ont plus de jus. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est simplement qu'il pousse les gens à toujours se dépasser. À partir du moment où vous ne faites plus d'efforts pour vous améliorer à ses côtés, que vous vous reposez sur vos acquis, alors il cherchera de nouvelles personnes ambitieuses pour l'accompagner dans son périple de vie. Il ne s'agit pas d'être prétentieux, mais de montrer que, vu de l'extérieur, je peux sembler extrême. Et je le suis. Soyez obsessionnel. Non, on ne va pas presser les gens comme des citrons. Juste tirer parti de leurs qualités, parfois en les leur révélant. Nous avons mieux à nous apporter que du vide. Mutuellement. Nous avons tous à y gagner. De l'argent, du travail, du rire, de la joie, c'est sans limite. Si un proche nous fait rire, que nous passons de bons moments tous les deux, dîner ensemble en vaut la peine. C'est de l'énergie positive. Une fabrique à souvenirs. Je repense à un déjeuner, ça m'arrive quand même quelquefois. Avec une copine qui travaille dans les bijoux et les pierres précieuses. Un milieu que je ne connaissais pas. Je lui ai posé des questions pendant 2 heures. Maintenant je sais quelles sont les pierres les plus chères, les plus poreuses, à quoi on reconnaît un diamant de mauvaise qualité, où est-ce qu'il faut l'acheter et quelle forme privilégier. C'est le côté éponge passionné. Le côté caméléon, c'est l'adaptation. Vous ne parlez pas de la même manière à un journaliste, à un entrepreneur ou à un bénévole dans une fondation. Vous changez de vocabulaire, et parfois d'intonation. Votre langage non verbal aussi s'adapte. Quand je lève des fonds, je ne parle pas du tout de la même manière d'un VC, venture capitaliste astérisque, à un autre. Dans certains cas, je vais proposer un Anthony très agressif. Parce qu'ils l'attendent. On sent ce genre de choses. En l'occurrence, ils veulent un exalté qui leur vend du rêve. Je m'adapte. D'autres veulent exactement l'inverse. Du sens. Une réflexion. Les chiffres ne sont pas leur priorité. Ils aspirent à un apport sociétal. Transformation. À l'un, vous parlez chiffre d'affaires, des milliards si possible, à l'autre, de mission sociale. Quand vous prenez la parole, il importe aussi d'avoir l'esprit de synthèse et de simplification. Beaucoup de gens pensent impressionner le monde en affichant leurs connaissances ou en parlant d'une manière très technique. Faites l'inverse, simplifiez ce que vous maîtrisez afin de le rendre accessible à tous. L'idée n'est pas que les gens vous vénèrent parce qu'ils n'entendent rien à ce que vous racontez. Au contraire, ils doivent vous comprendre très clairement pour pouvoir s'approprier ce que vous leur offrez. Et s'identifier à vous.
Ce qui est impossible si vous vous mettez sur un piédestal. Soyez simple quand vous parlez. Apprenez à communiquer avec les très riches comme avec les pauvres. Soyez à l'affût. Aiguisez votre flair. Reniflez ce qu'on attend de vous. Et faites-le. Pour bien détecter les attentes des uns et des autres, là encore, rien de tel que d'écouter son instinct. Ne perdez pas votre temps quand vous avez des réserves sur quelqu'un. Vous lui éviterez aussi d'en perdre avec vous. Le feeling n'est pas une science exacte, mais dans la plupart des cas il saura vous guider. De la même manière, quand vous sentez qu'un collaborateur veut vous quitter, ne le retenez pas, laissez-le s'envoler. Il vous a été fidèle pendant plusieurs années, il ne vous a jamais trahi? Ça ne l'empêche pas d'avoir envie de changer de vie. C'est son chemin, son évolution, ne lui mettez pas de bâton dans les roues. Entourez-vous de ceux qui sont dans votre état d'esprit. Qui partagent votre envie de vous dépasser.